Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. À l'aide, Coralie, j'ai besoin de toi pour trouver des ressources dans ma langue cible, dans la langue que j'apprends. Je crois que c'est l'appel à l'aide que j'aurai le plus reçu dans mon humble carrière de tutrice de français langue étrangère, mais aussi de mentor en langue, et puis celle aujourd'hui de podcasteuse, entre guillemets, puisque je reçois vos messages, et parfois vous avez besoin de conseils pour avancer sur votre apprentissage des langues. Et aujourd'hui, je reviens sur cette question parce que je crois que mon avis est peut-être controversé, en tout cas pas forcément commun, et peut apporter au débat de comment fait-on pour trouver des ressources en langue étrangère qui soient authentiques. Donc la première chose que je vais faire, c'est de présenter cette notion d'authentique. Qu'est-ce que ça veut dire de trouver des ressources authentiques ? Quelle est la différence entre une ressource authentique et celle qui ne l'est pas ? Quand, dans mon apprentissage de la langue, incorporer des ressources authentiques et à quelle proportion ? Comment trouver sur Internet et ailleurs, d'ailleurs, des ressources qui soient authentiques et comment je les utilise ? Vers qui se diriger si on n'en trouve pas ? Et c'est cette dernière partie du comment je trouve des ressources sur laquelle j'ai un avis assez controversé, je pense, sur la question. Donc sans plus tarder, on va commencer à répondre à toutes ces questions en commençant par la définition de la ressource authentique, en précisant même ce que ça change par rapport aux ressources pour les apprenants, puisque la définition que j'accorde à la ressource authentique, c'est une définition en opposition aux ressources pensées pour les apprenants. De ma perspective, dans ma bouche, lorsque je parle de ressources authentiques, je parle de ressources non pensées pour des apprenants, pensées pour des natifs en fait. Un guide Assimile, par exemple, est une ressource créée pour des apprenants de langue. Le podcast que vous écoutez, si vous l'utilisez pour votre français, et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à le faire, est une ressource authentique en ce sens que je ne parle pas d'une manière beaucoup plus articulée, moins normale ou moins rapide que dans la vie réelle. Je ne fournis pas de transcription, je fais parfois des fautes d'accord et je les laisse. Parfois je fais des digressions qui fait que je ne finis même pas mes phrases. Donc vous avez accès à un français, on va dire sans chichi, sans correction. Est-ce qu'il est à 100% naturel, à 1000% naturel ? Je ne sais pas, mais en fait il est très fortement naturel. Et là, ce que je vous donne, c'est une première définition assez grossière, disons très noir et blanc. L'authentique égale contenu créé pour des natifs versus contenu d'apprentissage, qui est un contenu pré-mâché, préparé pour des apprenants. Voilà, cette première définition, elle va nous aider à nous aiguiller, mais bien sûr, il y a des degrés d'authentique, ou d'authenticité, si je veux parler français, dans une ressource. Elle peut être authentique à 10%, quand je parle de ces ressources type « Where is Brian? Brian is in the kitchen ». Mais elle peut être authentique à 80% si on pense à des supports comme ceux proposés par le groupe Easy Languages, qui fait beaucoup de micro-trottoirs. On a d'ailleurs reçu Judith et Hélène, les créatrices d'Easy French, qui est l'une des langues du groupe Easy Languages, et je t'invite à écouter cet épisode, si ce n'est pas déjà fait, pour creuser la question d'authentique. Tu noteras que les pourcentages que je viens de te donner n'ont absolument rien de scientifique, c'est pour te donner un ordre d'idée. Bien évidemment, de mon point de vue, plus tes ressources sont authentiques, moins tu cours le risque d'apprendre une langue hors sol, qui n'est utilisé que dans les livres ou dans des guides de conversation un peu vieux, qui ne correspondent pas du tout à la langue parlée dans le pays que tu as prévu de visiter, ou utilisée par les gens avec lesquels tu auras à t'entretenir dans ta langue cible. J'ai déjà entendu, par exemple, des étudiantes de portugais brésilien parler comme dans les telenovelas. C'est super chou d'ailleurs. Mais c'est un peu comme si je parlais français avec la voix de doublage de films américains très caricaturaux. Imaginons que le français ne soit pas ma langue maternelle, mais que je parle français comme dans les séries doublées avec des doublages américains. Tu vois les films de Noël où on cherche Brian qui arrivait à l'aéroport et on espère qu'il arrivera avant Thanksgiving parce qu'il y a une tempête de neige qui l'empêche de quitter New York. Donc ça peut donner des scènes très drôles, mais je crois que personne n'a envie de parler de manière caricaturale comme ça, et on court le risque parfois de parler de cette manière peu naturelle.
Donc c'est ça le risque des ressources non authentiques. Et puis c'est aussi de se retrouver coincé dans des conversations et donc de ne pas comprendre des interlocuteurs naturels et on veut éviter ça, on est d'accord. Donc une ressource en général, puisque là j'ai défini le mot authentique, mais le mot ressource peut-être que c'est pas clair pour toi, ça peut être tout et le reste, hein, un audio, un film, un épisode de série, des épisodes de podcast, des livres, mais tout ce qui te permet d'écouter et interagir avec ta langue cible. Si on entre dans le domaine de la subtilité, en réalité, il y a plusieurs notions d'authentique. Il y a ce qui ressemble plus à la langue parlée que tu retrouveras dans les discussions entre natifs. Et ça, tu peux l'expérimenter dans des applications de tandem linguistique, par exemple. Mais aussi, il y a les supports culturels. Par exemple, tu peux être en train d'apprendre une chanson qui n'utilise pas la langue parlée telle qu'elle est parlée entre des locuteurs, mais qui est, mettons, une chanson emblématique du pays de la langue cible et qui participe à développer ton bagage culturel authentique. Aujourd'hui, je m'intéresse à la notion d'authenticité de la langue parlée écrite dans les mails ou dans la conversation courante pour éviter d'être en décalage avec les autres. Donc disons que c'est pas une approche exhaustive de la notion d'authenticité telle qu'on pourrait l'imaginer. L'utilisation des ressources authentiques, donc, elle va aider ton intégration dans un groupe de locuteurs ou dans un pays. Et souvent, elles sont plus intéressantes que les supports stéréotypaux, bien qu'on puisse en avoir besoin. On peut tout à fait commencer par des séries où les personnages parlent de manière stéréotypale parce que ça nous amuse, parce que ça nous permet d'avoir un premier pied dans des conversations, ou de commencer avec du shadowing sur des mots comme ça, et puis d'aller de plus en plus loin dans notre capacité à employer des ressources naturelles. Voilà, donc la définition que je te donne, c'est très loin de la définition du Larousse pour le mot authentique. C'est sans doute pas une définition avec laquelle tous les tuteurs ou professeurs de langue seront en accord, mais en tout cas, c'est celle que je développe dans le podcast et c'est celle aussi que je développe dans mon anti-to-do list, qui est l'un des 12 outils du kit, le Polyglot Booster, que j'ai créé pour t'aider à renouer avec les langues étrangères, ou en tout cas à gérer ton apprentissage de plusieurs langues depuis le confort de chez toi. Et en préparant cet épisode, je t'avoue que j'ai hésité entre deux définitions. La ressource authentique, donc que je t'ai présentée juste avant, qui est celle qui n'est pas pensée pour un apprenant mais conçue pour un natif. Ou alors la ressource, une deuxième définition, ou alors la ressource qui traduit le plus fidèlement possible la langue parlée par le locuteur moyen du ou des pays où est parlée la langue cible. En vérité, ma conception ressemble plus encore à cette deuxième définition, mais la creuser impliquerait de définir ce qu'est un locuteur moyen, de prendre en compte toutes les exceptions comme les lingua franca, enfin toutes les langues qui sont parlées dans de nombreux pays. Bref, je suis bornée aux limites de mon ignorance, je suis incapable d'aller beaucoup plus loin dans ma définition, donc pour faire simple, j'ai préféré cette première définition en te donnant à toi la responsabilité d'y rajouter de la subtilité. Mais lorsqu'on verra les ressources, tu verras que je considère le livre, le roman en particulier, même si c'est pensé pour un natif, comme une ressource moyennement recommandable si tu cherches à parler la langue naturelle, on va dire, en ce sens qu'elle traduit plus la capacité artistique et littéraire de son auteur que la langue telle qu'elle est utilisée dans les conversations de tous les jours, on va dire. Mon Dieu. J'espère que cette première définition t'éclaire plus qu'elle ne t'embrouille, mais je la pense nécessaire parce que j'ai eu par exemple en cours, en tant que tutrice, une majorité d'élèves qui avaient utilisé uniquement des ressources pour les apprenants, donc des guides, des livres de grammaire, conjugués à des émissions de radio plus des articles de journaux, et qui, une fois en cours de conversation avec moi, avaient du mal à parler parce que je ne parle pas comme une journaliste de radio, et que je n'envoie pas des messages écrits comme un journaliste écrit dans un article de presse dite classique. Et j'utilise pas le vocabulaire de leur livre de grammaire. Donc bien sûr, mon rôle en tant que tutrice, c'était de m'adapter à ce qu'ils connaissaient, mais ils ont dû comme désapprendre certaines façons de faire et à réapprendre de nouvelles. Et tout ça, pour moi, ça c'est pas du temps perdu, quoique pour certains, ils avaient passé des années à apprendre des choses qui, finalement, ne leur servaient pas, même si, encore une fois, on peut remettre en question la notion d'utilité. Et j'ai pas envie que tu te retrouves dans cette situation-là. Donc pour préciser tout ce que je te raconte, passons à la question du quand. Quand est-ce qu'on intègre du contenu authentique dans notre apprentissage ? Pour moi, c'est essentiel de bâtir une relation rapidement avec du contenu authentique pour construire une stratégie d'apprentissage qui inclut des ressources authentiques le plus tôt possible. On n'est pas obligé, bien sûr, d'apprendre à 100% avec des ressources authentiques. On peut, et on aura besoin dans tous les cas, de mixer avec des ressources pour des apprenants, ça c'est sûr. Évidemment, surtout en début d'apprentissage. Mais pour moi, ça reste un indispensable, la ressource authentique. Pour te donner une notion d'échelle, avec des pourcentages que je t'invite encore une fois à prendre avec des pincettes,
Tu connais ma fantaisie pour les pourcentages. Quand je cite ma source, ils sont sérieux, ces pourcentages. Quand je te les donne à la louche, ils sont là plus pour donner des échelles de valeur. Donc si je prends le classement des niveaux de langue du cadre européen de référence pour les langues, le fameux CE-CRL, qui sont A1, A2, B1, B2, etc. Disons que pour un niveau A0, compte 10 à 20% de ressources authentiques. Perso, j'en mets plus, mais c'est une bonne échelle de départ. Pour un niveau A1, compte 25 à 30%, pour un A2, 40% environ, pour un B1, 50 à 60, pour un B2, 75, C1, tu seras à 90 et C2, tu seras à 99, on va dire. Pour ne pas dire 100, parce qu'on a toujours des fois l'occasion de reprendre des ressources pour des apprenants quand on veut affiner certaines subtilités. Donc à ce stade, tu peux légitimement me demander, Coralie, c'est quoi 20% de mes ressources par exemple? Est-ce que c'est un livre sur 5? Non, 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 non. Je te parle en termes de temps. Si tu travailles ton anglais, mettons 5 heures par semaine, par exemple, 20%, c'est 1 heure de ta semaine. Le pourcentage que je t'indique, c'est le temps d'interaction avec la langue et ça peut être du temps d'apprentissage passif dans un premier temps. D'ailleurs, je te mets le lien vers l'épisode sur l'apprentissage passif. Tu peux d'ailleurs n'avoir que 2 ressources. Une ressource d'apprentissage type A6000 et puis une chaîne YouTube chouchou faite pour les natifs. Vraiment, les pourcentages, c'est le temps. Le tout, forcément, est à adapter en fonction de tes objectifs linguistiques. Et quand je dis le tout, c'est la nature de tes ressources, notamment. Quand tu débutes, tu dois tout bâtir, tu es en mode survie. Tu vas avoir à étudier la phonétique de la langue, comment elle est construite, et tout ça avec des ressources pensées pour des apprenants, et c'est fantastique, mais je t'invite aussi à écouter le plus tôt possible la langue réelle, même si c'est au ralenti, pour pouvoir former ton oreille à elle. Tu as des créateurs qui ont conçu des programmes pour les débutants avec des ressources à fort pourcentage d'authenticité, si je puis dire. Comme je te parlais du groupe Easy Languages, tu as plein de langues dans leur catalogue, mais tu as aussi Dreaming Spanish pour l'espagnol ou pour l'italien, Italiano Automatico, par exemple, mais dans cette même veine, tu as aussi Français Authentique et tant d'autres. Quand tu fais ton choix de ressources, il y a plusieurs règles ou lignes directrices qui vont t'aider. En premier, ne pas utiliser trop de ressources pour ne pas t'éparpiller. Deuxième conseil, utiliser des ressources qui vont te permettre de pratiquer les 4 grands domaines de l'apprentissage des langues. L'écoute, la lecture, l'écriture et la conversation orale. En 3, utiliser des ressources que tu comprends déjà à 80%. Et là, je te parle des ressources qui t'aident à pratiquer ta compréhension. Mais là, j'ai l'impression que je vais trop loin dans les précisions. En partant du principe que les 20% restants te feront gagner en vocabulaire. Et point numéro 4, vérifier le pourcentage entre guillemets d'authenticité de tes ressources. C'est un jargon qu'on est en train de s'inventer là ensemble, toi et moi, pourcentage d'authenticité. En tout cas, cette partie-là d'authenticité, elle va dépendre absolument de ton projet avec les langues. Si tu dois aller bosser à Chicago, par exemple, utiliser les ressources de English with Lucy, qui est anglaise et qui te donne des tips de prononciation, enfin des conseils de prononciation pour avoir le RP English, l'anglais standard d'Angleterre, c'est sans doute pas le plus adapté. Si tu apprends l'anglais parce que tu dois composer des chansons en anglais, par exemple, eh bien écouter des émissions de podcast sur la politique internationale, c'est pas le plus adapté, même si c'est un contenu pensé pour les natifs. Mais acheter la biographie en anglais d'un parolier célèbre ou trouver des interviews de podcast sur des compositeurs ou paroliers, ça va plus t'aider. Des livres de poésie anglaise aussi. Donc ça pourra te rapprocher de ton but. Et moi, j'ai une définition assez élastique à l'authenticité. Ça se trouve, c'est pas le bon mot. D'ailleurs, si tu as un autre mot qui est mieux qu'authenticité par rapport à ce que je veux raconter, n'hésite pas à me faire une suggestion ou à me proposer une définition plus claire. Donc maintenant, on arrive à la partie comment on identifie la ressource la plus adaptée à soi. Comment on est sûr de ne pas faire n'importe quoi et comment on trouve des ressources authentiques sur le web ou ailleurs. C'est là que mon avis va différer de ce que vous avez peut-être déjà entendu. Mais je crois que le fait de galérer à trouver des ressources fait partie du process. La recherche en elle-même fait partie intégrante de l'apprentissage et elle est importante. C'est pas toujours confortable, on est d'accord. Mais c'est là qu'on apprend. Si tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer à ton apprentissage, ce que je comprends, je te conseille de prendre une ressource éprouvée qui va assurer ton avancement grammatical ou lexical, comme par exemple un guide A6000 qui est une méthode à part entière, ou alors une école en ligne, un professeur particulier, une association. Donc normalement avec ce cadre, tu as déjà 2 heures, je sais pas moi, 2 heures par semaine ou 1 heure par semaine qui est assurée par cette structure-là. Et tu peux compléter ce travail par un travail autonome, par ces élans autodidactes dont je te parle, pour rechercher des ressources authentiques.
On va parler de ça ici, de cette partie-là. Ce que tu peux faire en plus de quelque chose de structuré, le pourcentage que je t'ai indiqué, de temps à consacrer à ton rapport avec des ressources authentiques. Et mon avis controversé, c'est que ça doit être assez facile de trouver des ressources qui t'intéressent. Ah, c'est pas le mot facile. Ça doit être assez évident, en fait. C'est pas quelque chose que tu vas faire naturellement si tu apprends une langue pour le boulot ou si tu es contraint par un apprentissage de langue qui vient pas de toi, etc. Mais si c'est un choix personnel, si c'est pour un voyage, si c'est pour un truc qui te plaît, normalement c'est quelque chose d'interne assez naturel. Tu vois, il existe une foultitude de contenus accessibles maintenant, que ce soit dans les bibliothèques, que ce soit dans les librairies multilingues, que ce soit à travers les associations, parce que le tissu associatif, il est formidable. Les gens sont des ressources incroyables. Internet, au-delà d'Internet. Parmi tout ça, il faut aller plus loin, il faut creuser. Et le fait de le faire, ça va te permettre de gagner en autonomie et de t'approprier la langue. Et pour que ce soit moins flou, je vais essayer de t'illustrer ça avec l'histoire de mon propre frère aîné avec l'anglais. De mes 2 frères en réalité avec l'anglais. Parce que c'est son histoire, elle a largement influencé mon rapport avec les langues en général. Et sans mes frangins, sans eux, je serais très certainement rendue à mon point de départ, c'est-à-dire à un niveau moyen d'anglais que j'ai acquis pendant des études et à une compétence conversationnelle niveau 0, quoi. Aucune compétence en fait. Mais j'ai eu la chance d'avoir l'exemple de mes 2 frères, qui n'étaient absolument pas brillantissimes à l'école, mais qui savaient parler très bien anglais. Mon frère aîné, par exemple, parlait devant moi avec une facilité, avec une excellente prononciation, avec beaucoup d'aisance et de plaisir, alors qu'on avait dû lui payer des cours privés à l'école, qu'il avait eu son baccalauréat à quelques dixièmes de points près, et que quand il était petit, l'école, c'était pas quelque chose qu'il aimait. Et oui, j'avais aussi l'exemple de mon petit frère, qui lisait avec plaisir. Mon frère s'est trimballé pendant combien d'années avec un dictionnaire Oxford ou en lisant Harry Potter tout seul dans sa chambre en marchant. Je me souviens de le voir en voiture avec des dicos qu'il lisait comme si c'était des bouquins et à s'inventer leur propre rapport à la langue dicté par personne en fait. Ça venait d'eux-mêmes et ils s'inventaient leurs trucs parce que ça leur faisait plaisir. Et j'ai demandé à mon frère aîné comment il l'avait fait. J'ai dit mais comment tu peux parler maintenant à tout le monde, comment ça se fait que t'es bilingue? Et il m'a dit j'ai regardé des films en anglais, c'est tout. Tu sais, avec le petit haussement d'épaule là de quelqu'un qui dit c'est tout, tu te mets devant ton ordi, tu regardes un film. Son conseil, je répète, tu regardes des films en anglais, au bout d'un moment tu comprends. Rien de plus, rien de plus. Moi j'ai commencé avec ce maigre conseil et j'ai essayé. J'ai vu que j'aimais pas tellement regarder des films et des séries, en fait je regarde peu, je regarde quelques-uns mais vraiment très peu, que j'ai du mal à regarder 1h30 ou 2 heures, parce que ça me demande beaucoup de concentration et qu'au bout d'un moment je me lasse. Donc j'ai inventé mon truc à ma sauce avec des chaînes YouTube en anglais sur des thèmes qui m'intéressaient, des choses sur la productivité, sur des méthodes de calendar blocking, etc. J'ai fini par retrouver mes supports à moi, trouver les youtubeuses dont je pouvais regarder le contenu pendant des heures, auxquelles je pouvais m'identifier, auxquelles j'avais envie de ressembler quand je parlais. J'ai fini par connaître les mots-clés qui me permettaient de faire des recherches intéressantes sur Google pour trouver des blogs qui me plaisaient vraiment, ou sur YouTube pour trouver du contenu qui me passionnait. Et même sur les réseaux sociaux, tout ça, c'était pas toujours les mêmes mots-clés. Et ça, là, cette partie-là de recherche, c'est de l'apprentissage. Ça fait partie de l'apprentissage. J'ai choisi moi-même de savoir quand enlever les sous-titres, quand les remettre si j'étais fatiguée. En fait, parfois, on n'a pas besoin de conseils qui durent longtemps, mais d'un simple conseil et d'en tirer le meilleur. Et si on nous livre tout un contenu pré-marché, décortiqué, sur un sujet en plus qui nous intéresse moyennement, comment veux-tu apprendre dans ces conditions ? C'est comme faire du vélo à roulettes ou se faire donner à manger à la petite cuillère. Pour apprendre, il faut devenir un peu leader de ce qu'on ingurgite. Et je crois que si mon frère m'avait abreuvé de conseils dans tous les sens, j'aurais pas réussi à devenir autonome. Mais je savais qu'à la clé, il y avait un résultat. Je savais que j'avais envie d'y arriver. J'avais l'exemple de mes frères, donc je savais qu'on pouvait faire avec ce qu'il y avait et trouver un moyen. Et aussi, si je prends maintenant l'autre pendant de mon expérience, qui est plus seulement celle d'apprenante, mais aussi de tutrice, quand je préparais plein de ressources pour mes étudiants, que je leur trouvais des liens, des vidéos complémentaires, des audios complémentaires, je voyais que ceux qui réussissaient le plus étaient ceux qui, eux, allaient naturellement plus loin et qui faisaient preuve d'initiative. Pour d'autres, j'avais l'impression d'être une mère poule qui met encore du dentifrice sur la brosse à dents de son adolescent et qui l'empêche de devenir adulte et qui l'empêche de faire des choses par lui-même. Donc je crois que l'étape de recherche, de chercher des contenus qui nous plaisent, qui soient pour des natifs, qui soient intéressants à nos yeux, qui nous rapprochent de nos buts, elle doit se faire par nous-mêmes et personne ne peut le faire à notre place. Il y en a qui peuvent le faire à notre place, mais il y a un moment donné, il faudra que nous on prenne les rênes de ça. Même si ça implique
de prendre les rênes, d'aller sur un forum, de poser la question dans une autre langue, même si tu utilises DeepL ou Google Translate ou ChatGPT pour faire tes premières traductions, ou alors d'aller utiliser des conseils de natifs, ou en tout cas tout ça, ça va participer à nous donner les clés pour devenir un meilleur locuteur dans la langue parce qu'on commence à naviguer dans du contenu produit pour les natifs de la langue qu'on apprend. Bien sûr, si tu as un prof privé, tu peux lui demander à lui des ressources comme on m'en a demandé et le professeur, comme je l'ai fait, sera ravi de te suggérer des liens et sans doute que cette personne fera des suggestions formidables, mais n'hésite pas toi à aller plus loin jusqu'à te sentir comme chez toi dans la langue. Alors, vous allez me dire, oui mais moi Coralie, j'apprends pas l'anglais, j'apprends le basque sous le thym, si je prends l'exemple de mon petit frère, ou j'apprends l'inuktitut. Que faire Coralie si j'apprends une langue pour laquelle il n'y a pas beaucoup de ressources disponibles sur internet? Je vais y répondre et je vais aussi traiter deux autres questions slash objections qui sont comment je fais si j'ai pas beaucoup de temps, qui est aussi une question légitime, et dernière objection, comment faire si je suis pas un être passionné comme toi, si je suis pas passionné au point de faire des recherches longues comme tu décris. Première question, le cas des langues pour lesquelles les ressources sont difficilement accessibles. Si je reprends l'exemple d'Azaf, Azaf était l'invité central, bien sûr après le président de l'Institut Béarnais Gascon, du premier épisode spécial podcaston que j'ai fait sur l'apprentissage du béarnais. Azaf a écumé tout le web, je dis bien tout le web, au point de connaître des notions précises comme le gascon noir ou des tas de subtilités qui me sont personnellement inconnues. Donc avec le peu de contenu accessible, il en a fait de l'or et en peu de temps, il a réussi à obtenir un meilleur niveau, en tout cas un niveau de prononciation bien meilleur que la plupart des élèves des cours de l'association. Il a même contacté l'association, il a obtenu des ressources en contactant ces personnes, il a créé sa propre ressource en utilisant l'onglet communautaire de Memrise et en intégrant des notions d'un livre dans cette application. Bref, finalement, le peu de ressources lui a permis d'avoir un espace de créativité et d'autonomie qui, une fois déployés, lui ont permis de trouver des ressources qui en font l'un des plus brillants éléments de l'association. Et cet homme est par ailleurs doctorant en ingénierie, donc le temps lui manque aussi parfois. Il est peut-être, tu me diras, l'exception qui confirme la règle. Je ne crois pas. Les études qui concernent les hyperpolyglottes montrent qu'ils réussissent peu importe la méthode utilisée, justement parce qu'ils ont cette volonté-là, cette capacité-là de faire de l'or avec peu et d'utiliser l'existant pour se l'approprier et le transformer en support d'apprentissage. Deuxième objection, que faire si je n'ai pas le temps? C'est le cas de beaucoup de monde. Et tout simplement faire confiance, choisir une école dont le cadre te plaît, un membership, un abonnement proposé par un professeur ou un créateur qui inclut des cours de groupe par exemple, mais prendre ce cadre-là, lui faire confiance et essayer d'aller un peu plus loin avec les ressources qui te sont proposées dans ce cadre. Mais c'est de te dire, bon, mais donc j'ai 1 heure de cours, je vais prendre 10 minutes à la fin de mon cours pour aller un petit peu plus loin. Ça peut être aussi d'intégrer simplement, en plus de ce que tu ferais en cours, des moments d'interaction et d'échange via des applications de tandem linguistique comme HelloTalk. Je parle beaucoup d'HelloTalk parce qu'on en a fait un épisode et donc je sais que j'ai de quoi te guider sur cette thématique, mais tu peux aussi utiliser des forums comme Reddit, où il y a parfois des groupes de discussion complètement accessibles gratuitement sur Discord. Rajouter de l'interaction avec des natifs ou des locuteurs qui sont le plus proche possible de tes interlocuteurs finaux, c'est important. Et je vais insister sur qui sont le plus proche possible de tes interlocuteurs finaux. Parce que il se peut que tu apprennes l'anglais pour finalement travailler avec une équipe internationale composée d'Indiens, d'Allemands, d'Italiens et finalement de peu de natifs. Et alors, pratiquer ton anglais dans le même contexte, c'est-à-dire avec des Indiens, Allemands, Italiens, etc., ça peut être intéressant. Et je te prends précisément cet exemple parce que c'est mon cas. 90% de mes interlocuteurs anglophones utilisent l'anglais comme langue étrangère. Ça ne veut pas dire que lorsque je rencontre un Anglais d'Angleterre, je le boycotte, je ne veux pas parler avec lui, pas du tout. Je parle avec grand plaisir, mais je rencontre peu de monde dans ce cas-là. Troisième point. Coralie, j'ai pas la passion de chercher plus loin. Je peux le comprendre. Ce que tu peux faire, c'est de simplement vérifier le pourcentage intrinsèque d'authenticité de tes ressources. Si par exemple tu veux travailler une appli de vocabulaire pour construire ta base lexicale, choisis une application comme Speakly. C'est mon application préférée sur toutes les applications que j'ai pu utiliser et je t'assure j'en ai utilisé et testé un paquet parce qu'elle prend des phrases relativement naturelles pour t'enseigner le vocabulaire dès le niveau A0 et elle intègre la grammaire de manière inductive et c'est nettement plus authentique que d'autres applications de vocabulaire concurrentes par exemple. Donc c'est ça. Troisième point, Coralie, j'ai pas la passion d'aller plus loin. Ok, très bien, pas de souci.
Et bien c'est juste au moment où tu sélectionnes la ressource ou l'école avec laquelle tu vas pratiquer, de vérifier que c'est quelque chose qui est plus dans la veine de Easy Languages, de Speakly, de peu importe ton support, mais qui est intrinsèquement plus authentique que d'autres approches. Et d'ailleurs, si tu apprends plusieurs langues, tu n'auras pas forcément l'envie ou le temps de faire des tas de recherches pour chacune de ces langues. Si je reprends le cas d'Azaf, son investissement avec le béarnais est nettement supérieur à son investissement avec l'italien par exemple. On a conversé ensemble de temps à autre et on converse ensemble de temps à autre en italien et il n'a pas accordé autant de temps et de passion à l'italien, même si elle lui plaît et même s'il est capable d'avoir une conversation dans cette langue. Le tout, c'est de garder aussi un équilibre entre des différentes langues, entre ta pratique des langues et toutes les autres activités de ta vie. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé à mettre un petit peu plus de conscience dans ton apprentissage des langues. J'imagine que tu peux penser si mère Coralie, au final j'en suis au même point, j'ai pas plus d'indications, je sais juste que je dois maintenant trouver plus cool de galérer à trouver des ressources parce que ça fait partie de l'apprentissage. Alors, j'ai pas envie de te laisser perdu dans cette recherche. J'ai envie de te dire, ici, le podcast, il a plus d'1 an, on a reçu plein de gens formidables, sélectionnés avec beaucoup de soin, et donc tous les invités de ce podcast, ça peut être des points de départ pour ta recherche. Je te disais, tu as le groupe Easy Languages, tu as Pablo de Dreaming Spanish, mais tous les autres. Je vais t'inviter aussi à réécouter cet épisode en prenant des notes sur toutes les idées qui te viennent. Parce que on a souvent les solutions qui nous conviennent en tête et souvent on ne se fait pas assez confiance sur ce qu'il faut faire. Mais tu vois, mes frangins, ils se sont inventés leur tambouille et aujourd'hui ce sont des locuteurs efficients, ultra fluides et ils se sont pas posés 36 000 questions, ils ont joué. Donc, réécoute cet épisode tranquillement, mais pause à chaque fois et prends une feuille vierge et note toutes les idées. Ah ouais, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Quand elle parle de ça, ça me fait penser à cette chose à faire. La solution, tu l'as, j'en suis certaine. Et sinon, continuez à poser des questions et tester en fait, tester. Parce que parfois, on n'a pas la réponse parce qu'on n'a pas assez d'expérience. Mais parfois, il faut juste tester. Sous-titre ou pas sous-titre, bah expérimente. Expérimenter. Plein de choses. Après, quand on commence à faire des plans, à bâtir des plans et à les suivre, parce qu'on a acquis suffisamment d'expérience, là on commence à devenir un petit peu plus efficient, efficace, parce qu'on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas sur nous. En tout cas, mon message principal aujourd'hui, c'est de te rappeler que tu te prépares avec ton apprentissage à utiliser ta langue cible dans un certain contexte. Et je t'encourage à veiller à ce que les ressources que tu utilises t'aident à t'approcher le plus possible des conditions de ce contexte final. En tout cas, que c'est une chose à prendre en compte. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.